tous les étudiants, et la ville de Marseille, après la soirée mémorable qu'il y a eu hier soir, auquel on a participé, mais on a crié beaucoup. Beaucoup, mais c'était à Paris, je ne sais pas si ça s'est répercuté, et on a entendu à la télé qu'il y avait beaucoup de bruit ici. J'espère que ce que je vais vous raconter, c'est presque aussi incroyable que ce qu'on a vu hier soir. Quand M. Danco m'a demandé de venir faire un petit topo, il a suggéré, c'est lui qui est coupable en fait, le titre, la querelle des anciens et des modernes. J'ai trouvé ça m'a plu beaucoup, peut-être parce que j'aime bien les querelles. Et j'aime bien la clopazimine. Je vais essayer de vous montrer pourquoi j'aime bien la clopazimine. Pourquoi c'est intéressant. Pourquoi la clopazimine est très intéressante. Je m'en fiche de la clopazimine. Pourquoi ça peut être très intéressant. Alors, la suivante, c'est ça. Ah non. C'est ça. Alors, d'abord, un petit rappel historique. La querelle des anciens et des modernes, ou querelle des classiques et des modernes, est une polémique née à l'Académie française et qui agitait le monde littéraire et artistique à la fin du XVIIe siècle. Pour les classiques, ou anciens, donc je veux dire pour moi, la création littéraire et artistique, ça tombe bien, je ne suis pas littéraire, je ne suis pas un artiste, repose sur l'imitation des auteurs et artistes de l'Antiquité gréco-romaine. C'est-à-dire que le template, comme on dit en anglais, c'est ce qui a été fait par les Grecs, les Gréco-romains. Voilà. Et le reste, ça ne compte pas. Et pour les modernes, la création littéraire et artistique consiste à innover. Innovation. Ça, c'est le maître mot outre-Atlantique. Mais si vous ne dites pas innovation, vous êtes mort. Donc, on innove. Alors, voilà, M. Perrault, qui était à gauche, et M. Boileau, qui était le tenant des classiques. Et c'est Perrault qui a lancé la querelle, et c'est très intéressant, parce que ça date du XVIIe siècle, et ça pourrait très bien être aujourd'hui. Parce que Perrault déclenche les hostilités le 27 janvier 87, il devait faire froid, lorsqu'il présente à l'Académie française, à l'occasion d'une guérison de Louis XIV, son poème « Le siècle de Louis le Grand », dans lequel il fait l'éloge de l'époque de Louis XIV, qu'il présente comme idéal, tout en remettant en cause la fonction de modèle de l'Antiquité. En fait, il passait de la pommade, du violon, hein, pour avoir des soupes. Enfin, c'était exactement comme maintenant. Hein? Ils s'en fichaient complètement des modernes et des anciens. Ils disaient... Alors on continue. Alors je vais vous donner maintenant, on va parler des choses sérieuses. Les choses sérieuses, ça commence ici. Un exemple classique d'innovation. Le traitement antibiotique de la tuberculose. Pour ceux qui ne savent, qui ne sont pas des grands spécialistes du traitement de la tuberculose, je vais vous raconter vaguement les choses que je considère moi comme essentielles dans le traitement de la tuberculose. Avant l'ère antibiotique, c'est-à-dire avant 40, la tuberculose était fatale dans 50% des cas, et l'incidence annuelle, d'ailleurs c'était très intéressant, parce que l'incidence annuelle était le double de la mortalité. Et donc il n'y avait pas de statistiques, on ne faisait pas, si vous voulez, de déclaration. On déclarait que les morts, les causes des morts, et donc on savait combien, parce qu'il y avait, on multiplie par 2 le nombre des morts, et on savait combien il y avait de nouveaux cas. C'était vraiment très bien. Malheureusement, après la Première Guerre mondiale, il y a les Anglais, comme d'habitude, qui ont été formidables. J'allais dire comme d'habitude, sauf quand ils font le Brexit. Hein, ils ont fait la première étude clinique, c'était la première mondiale d'études cliniques avec groupe témoin. Je l'appelle le contrôle
Control Clinical Trial. C'est eux qui ont inventé ça. Enfin, il y a eu quelques suggestions des Américains avant eux, mais en gros, c'est la première étude avec groupe contrôle qui a été faite, qui a été publiée en 48, qui a été faite en 46, je crois. Et à la streptomycine, et l'objectif c'était, le traitement, ça a été streptomycine plus Bedrest, versus Bedrest seul. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Bedrest, ça veut dire repos au lit, les uns et les autres, exactement la même chose, plus strepto. Et la strepto, ils ont donné, je commence à dire des bêtises, 4 fois 0,5 grammes toutes les 6 heures de strepto. Et les résultats ont été absolument formidables. À 6 mois, 27% des malades traités uniquement par Bedrest étaient morts, alors que seulement 7% des malades traités par streptomycine étaient morts. Vous allez me dire, c'est dramatique. Mais c'est très intéressant parce que ça montre deux choses. Premièrement, à l'époque, le critère de jugement, c'était la mortalité. Est-ce qu'on peut empêcher? C'était pas combien sont guéris, non, c'était combien ne sont pas morts. C'est tout de même extraordinaire. Hein? Pensez qu'on a fait ça à l'époque en 46-48. Et la deuxième chose qui est extraordinaire, c'est que 80% des survivants traités par la streptomycine étaient devenus, enfin leur bacille était devenu résistant à la streptomycine, et en fait, ils ont continué à s'aggraver et ils sont morts. En fait, ils ont montré que la streptomycine était formidablement active, ils ont montré aussi qu'elle était totalement inefficace pour guérir la tuberculose pulmonaire. Et la chose très intéressante, c'est que après cette première mondiale du contrôle clinical trial par la streptomycine, il y a eu la première mondiale de prévention de la résistance par association d'antibiotiques. Et parce que, à l'époque, la découverte de la spontanéité des mutations, je ne vais pas discuter trop là-dessus, et l'indépendance des mutations, plus la découverte du PS en 1946 et l'isoniazide en 1952, a été à la base de la polychimiothérapie de la tuberculose, et on sait bien, nous, de l'infection par le VIH, maintenant, et aussi pour le traitement du cancer. En fait, toute cette histoire, toute cette chose fondamentale vient de la tuberculose. Et en fait, après, dans les années 60, bon, voilà, c'est l'époque où j'ai commencé à lire, on a découvert la guérison de la tuberculose. Et dans les années 60, alors que je vous ai dit qu'avant 40, 50% mouraient. La négation durable de l'expectoration est obtenue en 18 mois par 3 mois de streptomycine isoniazide PAS, plus 15 mois isoniazide PAS, mais suivi de 10% de rechute. Et voilà. Et c'est une chose formidable à voir. Moi, c'est une des choses les plus agréables que j'ai eues dans ma vie, sauf que j'ai eu la tuberculose. Mais c'est que les gens mouraient, 50% mouraient, et en 20 ans, les gens auraient pu guérir. J'entends maintenant tous les gens raconter des histoires à dormir debout, et ben, au sujet de la grande durée du traitement de la tuberculose, c'est dramatique. Mais à l'époque, avoir 18 mois de traitement en sanatorium, et être guéri, c'était un miracle. C'était merveilleux, les gens. C'était miraculeux. C'était fantastique. Et maintenant, les gens disent, oh, t'es dramatique. Et alors, en plus de ça, je voudrais vous transmettre 2 messages. Ces 2 messages sont inscrits ici en rouge. 2 études clés ont changé la face de la lutte antituberculeuse dans les années 60. En tout cas pour moi. La première étude clé, c'est l'étude de l'Union internationale de la tuberculose et qui se justifie ici, à la fin des années 50,
une majorité d'experts, vous allez méfiez-vous des experts, hein, étaient encore convaincus que la tuberculose pouvait être stabilisée, mais jamais guérie, comme la lettre. Hein. Once a TB patient, always a TB patient. Voilà, c'est ça. On peut être stabilisé, mais on n'est jamais guéri. Et les fous, dont j'étais avec mon maître, mon mentor, comment dire, en Amérique, Cavity, on était convaincus que, mais non, on pourrait guérir la tuberculose maintenant avec des antibiotiques. Et donc il y a une enquête qui a été menée par plein de gens, par l'Union, et en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, sous les auspices de l'Union, pour évaluer l'efficacité de 18 mois de traitement par les je vous ai parlé, chez 581 de bovins tuberculose pulmonaire microscopique positif. Et les résultats ont été très clairs. Et c'est ces résultats que je veux vous transmettre. Première, voilà le résultat. Là, malade inclus, nombre, ayant pris le traitement prescrit, n'ayant pas pris le traitement prescrit, décédé, perdu de vue, et voilà. Quelles sont les conclusions? Il y a deux conclusions. Conclusion positive, tous les malades, tous, all of the patients, tous les malades ayant reçu le traitement prescrit ont été guéris. Il n'y a pas eu un seul échec. Imaginez le jeune zigoto à l'Institut Pasteur des mois, dans le labo, les bons de cabri qu'on faisait, on était. Voilà, c'est évident, on guérissait la tuberculose. Bon. Ça, c'est la première conclusion. Et la deuxième conclusion, et la conclusion négative, près de 50% des malades n'ont pas reçu ou pris le traitement prescrit, pour des raisons multiples, et n'ont pas eu de si bons résultats. Et par conséquent, il y a une grande différence. Et ça a été ma première découverte. Moi, ça m'a été, j'ai ma première grande découverte scientifique. Pour moi, il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. La mise en œuvre, adhérence, compliance sur le terrain est aussi importante que la science. Et pour moi, ça a été une souffrance intolérable. Parce que dans le labo, maintenant je travaille avec les souris sont complètes. Et dès les années 60, dès cette enquête de millions, on pouvait prévoir la tuberculose multirésistance, man-made phénomène. Of course. Déjà à ce moment-là, on voyait bien que 50% des gens, on avait de quoi guérir tout le monde, et 50% prenaient pas le traitement. Pour des raisons X, Y, Z. Et là, c'était en plus une enquête scientifique internationale. Vous imaginez ce qui se passe dans la pratique. Bon, ça, c'est la première étude clé. Deuxième étude clé, qui est aussi fondamentale et qui va venir aggraver le système. Deuxième étude clé, le traitement à domicile de la tuberculose, c'est le. Et je vous conseille de relire ça, qui est magnifique. Jusqu'en 1960, parce que jusqu'en 1960, on était européano-américano-centré. Et jusqu'en 60, la règle était de traiter des cas de tuberculose à l'hôpital ou en sanatorium. Et uniquement à l'hôpital et en sanatorium. Ce qui explique, entre nous, pourquoi on a éliminé la tuberculose en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Parce que tous les malades étaient en salade. Et donc, ça va, il n'avait rien d'autre à faire que de compliant. Voilà. Et partout ailleurs, c'est la soirée. Une raison extrêmement simple, c'est aussi simple que ça. Alors, il se trouve qu'en Inde, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un pays, c'est un grand pays. Hein? Bon, maintenant, il y a au moins 1 milliard d'habitants. Et à l'époque, il y en avait 500 millions. Il y avait pas loin d'1 million de cas de tuberculose et je crois 15 000 lits d'hôpital de sanatorium. Alors le gouvernement indien s'est adressé à l'OMS et il a dit, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'Inde. On ne peut pas traiter des tuberculoses. Et on a des antibiotiques. Alors, voilà ce Fox. Et les Nicholson ont été à Madras, en Chennai maintenant, pour tester le traitement à domicile
Et ils ont fait 3 études. La première, c'est l'efficacité du traitement ambulatoire de 12 mois. Il n'y avait pas beaucoup de fric, donc ils ont fait comme traitement INH-PS seulement, et non pas INH-EPS. Et guéri à 12 mois, 92% en sanatorium, 86% à domicile. Pas de différence significative. Et les gens ont dit attention, peut-être que ceux qui ont été traités à domicile, ils vont chuter plus souvent que les autres. Et donc ils ont étudié les rechutes dans les 4 années suivant l'arrêt du traitement. 5% de rechute chez les malades traités à domicile, 9% chez les malades traités en sanatorium. Donc le traitement à domicile paraissait aussi efficace. Et les autres gens ont dit oh attendez, encore une autre chose. Les gens traités à domicile, ils vont contaminer leurs enfants, les partenaires à la maison. Donc il faut étudier l'incidence de la tuberculose chez les contacts familiaux. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont étudié l'incidence de la tuberculose chez les contacts familiaux dans les 5 années suivant la mise au traitement du cas index. Alors, bien entendu, ils n'ont pas pris, au moment où ils ont découvert le cas index, il y avait déjà plein de gens contaminés, ceux-là, ils n'ont pas été pris, puisqu'ils étaient identiques, le même pourcentage de contacts à domicile à l'époque contaminés. Et la chose intéressante, c'est que dans les 5 années, il y a eu 6,2% de tuberculose chez les contacts des malades traités à domicile et 7,1% des 312 contacts des malades traités en sanatorium. Pas de risque. Pas de risque pour les cas. Conclusion. Conclusion, voilà, Fox a dit, oui, vous comprenez, c'est très bien ça, mais il y a des conditions quand même, hein, pour que le traitement à domicile marche bien. Ces conditions, il faut d'abord que les antibiotiques soient disponibles. C'est pas idiot. C'est pas idiot. C'est pas idiot, parce que c'est un des grands problèmes encore maintenant. Mettre les antibiotiques à la disposition des malades qui ne sont pas hospitalisés. Ça demande une organisation extrêmement rigoureuse. Assez de personnel pour superviser les malades. Un système efficace de rendez-vous, la possibilité de transporter les malades et les hospitaliser dans des lits réservés si jamais il y a besoin, une bonne organisation de visite surprise pour compter les antibiotiques, vous savez si les malades très bien, et un bon laboratoire compétent. Malheureusement, les conditions requises par Wallace Fox pour le succès du traitement à domicile, en particulier l'organisation rigoureuse de la prise d'antibiotiques, ont été et sont toujours insatisfaits, de sorte que le pourcentage de malades qui ne reçoivent pas, pour de multiples raisons, le traitement prescrit, peut excéder 50%, avec des conséquences que l'on peut voir. Et donc, d'une certaine manière, Wallace Fox et Denis Mitchison sont mes maîtres. Dans l'équipe est absolument formidable, ils ont montré que c'est formidable que nous, on sait les antibiotiques agissent sur les microbes. Ils n'agissent pas sur le bonhomme. Que le bonhomme soit vertical ou horizontal, il agit de la même manière. Ce qu'il faut simplement, c'est que le malade prenne les antibiotiques. Et les conditions requises par Wallace Fox, eh ben, ne sont pas plus respectées maintenant que les pays. Alors maintenant, un petit optimisme, après il y a soin. Hein, c'est pas le triomphe des bleus, non, c'est le triomphe de la médecine. Donc les bleus n'ont pas été formidables. Bon, le triomphe de la médecine, après des améliorations séquentielles, dans les années 70, la découverte de la rifampicine, dans les années 80, la redécouverte du pyrazinamide, ont permis de guérir la tuberculose en 6 mois. En 40 ans, une maladie infectieuse qui était mortelle dans 50% des cas est devenue curable en 6 mois par des antibiotiques oraux, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et domidol rendez-vous, puis rifampicine et isoniazide pendant 4 mois. Ah, c'est le triomphe de la médecine. Quand on dit triomphe, en général, suite après, c'est l'échec. Alors, l'échec de la médecine. L'échec de la médecine, je voudrais que vous regardiez ça. Hein, c'est pas du tout, c'est pas mon invention. Hein. Moi, je l'invente rien. Les faits. J'ai pris le rapport de l'OMS
de 2015. Chaque année, dans le monde, il y a 9 millions de nouveaux cas de tuberculose à bacilles sensibles. Et à partir de ces 9 millions, ah vous voyez, 9 millions, mais 10 millions, c'est plus facile pour vous. 1 million meurt de tuberculose. Un tiers qui avait TB et HIV. On guérit son sang. On peut. Eh ben, 1 million meurt chaque année de tuberculose. C'est incroyable. On en est là. Alors, dans le monde, hein. Je ne dis pas à Marseille, ni même à Paris, ni même aux États-Unis, ni même en Europe de l'Ouest en général. Hein. Non, mais dans le monde. Dans le monde. Hein, le monde, il est plus ce qu'il était en 1950. C'est pas tout. 1 260 000 sont des échecs du traitement. Ah, c'est pas moi, c'est l'OMS, hein, le taux de succès du traitement officiel est 86%. Ça veut dire que 14% des malades, officiellement, sont des échecs du traitement. Alors 1 million, plus 1 million de semaines. Et en plus, chaque année, 480 000 malades deviennent des cas de MDR-TB, deviennent multirésistants. Donc c'est pas monstrueux, ça. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Alors, quelles sont les priorités? Traiter les MDR, découvrir les nouveaux antibiotiques. Mais non, la priorité, c'est d'arrêter l'hémorragie de mort et d'échecs thérapeutiques en organisant la guérison de chaque nouveau cas de tuberculose en accord avec la stratégie de l'OMS, en finir avec la tuberculose, stratégie de statistique. Voilà. Ça, c'est la priorité. Et puis, la deuxième priorité, si vous avez un petit peu de cervelle, c'est se focaliser plus sur la prévention de la tuberculose multirésistante que sur son traitement. Comme disait Tom Frieden, qui est le chef du CDC à Atlanta, hein, turn off the tap before mopping. Hein, faut fermer d'abord les robinets avant d'éponger. Et je préfère vous dire que les épongeurs, il y en a partout. Oh, ils sont partout, les épongeurs, les moppers, je les appelle. Ils sont vachement connus, hein. Ils sont connus, ils traitent les bien, oh, ils sont formidables. Ah, mais ils ont une grande, on les met dans les journaux, on décolle les nouveaux antibiotiques. Ces gars-là sont formidables, ils vont éponger les nouveaux épongeurs. Oh, c'est formidable. Mais s'intéresser à ne pas créer des MDR, oh non, monsieur, si on arrête les MDR, alors nous, on va voir si l'approche sur laquelle on est assis. Voilà. Voilà. Bon, c'est horrible, hein. La vie est horrible. Donc, si vous n'avez pas encore pris connaissance de ça maintenant, vous n'y arriverez jamais. Surtout après moi, hein. Considérez-moi que... Voilà. Donc, alors, la stratégie de l'OMS. Bon, la stratégie de l'OMS, hein, c'est les soins intégrés, c'est la politique agressive de soutien au CDA, c'est l'intensification de la chaîne des jeunes. Remarque, la stratégie de l'OMS, elle est parfaite. Elle rappelle simplement les règles de base qui ont permis à l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest de maîtriser la tuberculose dans les salons de l'océan. En fait, la nouvelle stratégie, ils sont en train de découvrir qu'il faudrait même que les malades prennent des antibiotiques. Pour organiser la prise d'antibiotiques. Bon, mais ça, c'est vraiment intéressant. C'est nouveau. Bon, allez, je passe. Alors, quels sont mes objectifs et quels devraient être vos objectifs? Non, moi j'ai un grand démocrate. J'aime bien les gens qui font ce que je veux. Les autres, c'est ça la démocratie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ici, non.
Dans la dictature, c'est chala, la ferme. Hein, la ferme. Et dans la démocratie, cause toujours. Bon, alors, quels sont les objectifs? On va arriver aux choses sérieuses. Les objectifs prioritaires. Non, le sérieux, c'était ce que je viens de dire. Maintenant, c'est pour s'amuser, c'est pour s'intéresser, c'est pour s'exister. Quels sont les objectifs prioritaires, ce que je trouve les objectifs prioritaires de la lutte anti-nucléaire? Actuellement dans le monde, entre nous, 95% des tuberculeux ont des bacilles sensibles aux antibiotiques. Non? C'est pas moi, hein, c'est l'OMS qui dit. La priorité est de se focaliser sur eux. Pourquoi? Pas parce que moi je suis un démocrate. Parce qu'ils ont très loin la majorité. Hein? C'est ça la démocratie, non? Et deuxièmement, parce qu'ils sont la source principale, bon c'est vrai, pas unique, hein, voilà, des cas de tuberculose multirésistante. Quoique le traitement de 6 mois soit une brillante réussite, il exige encore beaucoup des malades et du système de santé. Entre nous, organiser un traitement de 6 mois avec ce que réclame l'OMS et ce que réclame le CDC et tous les gens sérieux, ce qu'on a fait en sanatorium et ailleurs, c'est-à-dire le traitement totalement supervisé. L'être humain, il est faible. Il est nul. Non seulement ils sont bêtes et méchants, les hommes, mais ils sont nuls. Nuls. Et ce qui est embêtant pour la tuberculose, c'est qu'un mois après le début du traitement, vous vous sentez bien. Et donc le type qui ne comprend rien, il ne voit pas pourquoi il va continuer son traitement. Donc, le problème de la supervision, de l'éducation, de l'accompagnement thérapeutique est une nécessité absolue pour la réussite du traitement. C'est une chose, c'est self-évident, ils me disent ailleurs. Non, mais c'est vrai. On le sait tous, mais on ne le fait pas. Quoi? Il faut disposer d'un premier. Alors, par conséquent, mon opinion est que disposer d'un traitement de première ligne aussi efficace que le traitement standard, qui est le 6 mois, qui est, vous connaissez ce cycle, c'est 2 mois de RIF, isoniazide, pyrazinamide et torbutol, suivi de 4 mois de RIF, isoniazide. Disposer d'un traitement aussi efficace que le traitement standard, et plus court, par exemple de 3 mois, serait très bénéfique. Et pour cela, soyez raisonnables, pour cela, il n'y a que 3 candidats potentiels. La rifapentine, la moxifloxacine et la clofazimine. Ne parlez pas de la bédaquiline, de la délamanine, etc. C'est pas qu'ils ne sont pas magnifique. Écoute un prix fou. Et l'aminocycline. Hein? L'aminocycline. L'aminocycline? Ça marche bien. Non, c'est 0 sur la tuberculose. L'amino. Non. Les cyclines? Non. Non. Malheureusement. Mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'étudier la vibra, etc. Non, mais l'amino, quoi. Pourquoi l'amino? L'amino marche, hein, parce qu'elle marche dans la lèvre. Et in vitro, sur le cas, marche bien. Bon, enfin pour moi, 3 antibiotiques sont des candidats potentiels, rifapentine, moxi et clofazimine. Alors, je vais vous montrer rapidement les choses. Bon, actuellement, le TBTC, qui est une émanation du CDC à Atlanta, qui s'appelle le Tuberculosis Trials Consortium, a une étude qui étudie le raccourcissement de la durée de traitement par rifapentine et moxifloxacine. En fait, ils sont en train d'étudier ces 3 régimes. Ben, ça, ici, le régime témoin. Hein, c'est le régime standard. Voilà. 6 mois de isoniazide, Lifan, pyrazinamide et torbutol. Voilà. Et ici d'abord, 4 mois de isoniazide
rifapentine 1200 mg par jour, c'est-à-dire 20 mg par kilo, pyrazinamide et ethambutol, et là, continué par 2 mois d'isoniazide et de rifapentine à haute dose. Et dans le deuxième, eh bien, ils ont ajouté l'amoxy, ils ont remplacé l'ethambutol par l'amoxy. Pour moi, c'est une bêtise, mais enfin, bon, ça fait plaisir. L'amoxy, c'est très bien. C'est aussi actif que l'isoniazide, mais c'est pas un grand stérilisant. Et donc, remplacer l'ethambutol par l'amoxy, ça va multiplier par 2 ou 3 le coût du traitement, les risques de toxicité éventuels liés l'amoxy, c'est quoi? C'est un... voilà. Et sans intérêt réel, il n'y a pas de preuve réelle que l'amoxy va maintenant. Enfin, donc voilà ce qui est en cours. Et ils ont commencé, l'étude a été commencée en janvier. Et il y a, je crois, déjà une soixantaine de malades qui sont inclus. Et ça marche. Traitement quotidien, c'est 7 sur 7. Et avec petit déjeuner préalable chez ceux qui prennent la rifapentine et sans déjeuner préalable pour ceux qui prennent la rifampicine. Donc c'est une histoire un peu compliquée qui va coûter extrêmement cher. Et le jugement sera basé sur le temps nécessaire pour la culture négative et le taux de rejet. J'ai bien dit, cela avec la rifapentine haute dose, 4 mois, et les autres 6 mois. Et à mon avis, ça va marcher. Voilà. Et maintenant, on arrive la clofazimine. Qu'est-ce que c'est que la clofazimine? La clofazimine, je vais vous le dire rapidement, d'abord c'est un colorant. C'est un colorant soluble dans les lipides, à base de phénazine. Il est synthétisé en 1954 par Vincent Berry à Dublin, en Irlande, et a été utilisé avec succès. Le montrer actif de la tuberculose, mais d'une manière compliquée, on verra ça après. Et il a été utilisé avec succès dans le traitement de la lèpre multibacillaire, en association avec le cinédachol. Et il fait partie du régime standard de la lèpre depuis les années 60-65 à peu près. Et il a été utilisé dans le traitement des MDR-TB en tant qu'antibiotique du groupe 5 de l'OMS, c'est-à-dire non recommandé parce que son activité n'était pas démontrée. Et toujours la clofazimine a fait partie du régime de 9 mois pour le traitement des MDR-TB par 22, qui a été publié là, ayant eu un taux de succès de 87,5%. 9 mois de traitement pour les MDR, taux de succès 87%. Et les résultats de 22 ont été confirmés dans différents pays. D'abord au Bangladesh, ce traitement on l'appelle aussi le Bangladesh, un régime Bangladesh. Au Niger, il a été réconfirmé au Niger, au Cameroun et en Chine. Et pour vous dire la vérité, la toute vérité, j'y croyais pas au rôle de la clofazimine. Parce que j'ai connu la clofazimine quand j'étais à Pasteur dans les années 50, et j'ai vu Mme Grindac et Canetti et Rist travailler avec la clofazimine, rendre les cobayes et les souris toutes rouges. Et puis après, la clofazimine a disparu. Et donc, pour moi, mais, étant donné ces résultats-là, les gens de l'Union internationale contre la tuberculose, qui étaient derrière tout ça, m'ont dit, écoutez, mon Dieu, vous êtes des gentils, vous ne croyez pas, mais enfin, on aimerait bien quelqu'un qui nous montre vraiment à quoi. Qu'est-ce que c'est que la clofazimine, quoi? Ah, vous faites la preuve des souris. Ben alors, pourquoi vous ne testez pas la clofazimine chez la souris? Bon. Je lui dis, écoutez, j'ai pas de truc. Alors, on a fait un protocole,
Et je l'ai soumis au NIH, aux États-Unis. Ils ont dit d'accord, on le finance. Alors on a fait une étude. Je vais vous montrer les résultats de l'étude. Je ne croyais pas mes yeux moi-même. Ce qui est bien, c'est que je ne suis pas du tout vendu à la clofazimine, parce que je n'ai aucun intérêt. On a fait un traitement vraiment très simple. On a décidé de faire quelque chose de vraiment très belle. On a décidé de faire 2 groupes. Je me souviens très bien de mon ami, M. Raoult. Dans le passé, j'avais fait, je me souviens, une de mes étudiantes avait fait son DEA avec vous, et il était venu me battre après, en me disant que vous avez fait beaucoup trop de régime, etc. Il faut faire les choses beaucoup. Bien carré. Bon. Il avait bon, alors, le titre, c'est réduction du nombre de CFU dans les poumons des souris traités par le régime de seconde ligne avec addition ou non de clofazimine. Alors j'ai pris comme régime le régime standard, plus ou moins standard recommandé par l'OMS, qui est 2 lois d'amicacine, moxi, et alors j'ai fait une bêtise, j'ai mis l'éthambutol, je ne l'ai pas fait, alors qu'en fait il recommande l'éthionamide. Donc j'ai fait éthambutol, pyrazinamide, pendant 2 mois, et après 7 mois, le moxi, éthambutol, pyrazinamide. Et le régime, ça c'est le témoin, et le test, c'est exactement le même, plus clofazimine dans la phase initiale et dans la phase de continuation. La clofazimine à 25 mg par kilo. J'ai pris 25 mg par kilo parce que c'est ce que je donne pour la bénéficie. Et que le truc standard c'était 20 mg par kilo, je me suis dit qu'il n'y a pas grande différence entre le 20 et 25. Et voilà. Et voilà ce qu'on a eu. Ce qui est extraordinaire, c'est que le bleu, c'est sans clofazimine. Et vous voyez qu'à un moment, on a arrêté la bécassine, l'aminosine, on a eu presque un plateau. Alors que les malades, les souris traitées par la clofazimine ont été toutes négatives à 5. Et on a étudié le taux des rechutes après 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, dans les 2 groupes. Alors bien entendu, les bleus, ils sont tous rejetés, c'était pas négatif. Mais ici, où je l'ai mis quelque part, non, voilà. Relâché, 93% de non-rechute. Donc, de cette manière, on a montré que c'était très efficace, très actif, alors. Et deuxièmement, ça reproduit ce que Van Dön et les autres ont trouvé cliniquement. Conclusion, vous voyez, ça c'est ce qu'on fait actuellement, c'est ce qui les pays qui ont testé le régime de 9 mois, oui, ça s'étend. Et 9 mois, c'est pas rien, parce que l'OMS recommande un traitement de plus de 24 mois, enfin, c'est avec moins de 50% de succès. Donc, ça peut être une grande révolution. Et d'autant plus que dans les recommandations, l'OMS vient de pondre en mai a recommandé le régime court standardisé pour le traitement des MDR-TB avec la composition suivante. Oui, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, ça veut dire que ça avance. On a envie d'aller au traitement plus court. Alors, moi, comme je vous l'ai dit au début, moi je ne suis pas malade du tout. Je me suis dit, et non d'un chien, si la clofazimine améliore les résultats du traitement de seconde ligne, pourquoi n'améliorerait pas les résultats du traitement de première ligne? Hein? C'est une question, c'est pas génial comme question. Hein? Et alors, je me dis, bah oui, mais pourquoi pas? J'ai obtenu l'argent du NIH pour faire ça. Recommandation, alors, je passe. Impact de l'addition de la clofazimine au régime de première ligne pour le traitement de la NDR-TB.
Alors l'objectif, évaluer l'activité antimérienne et la durée du traitement nécessaire pour obtenir la négativation des cultures, l'absence de rechute lorsque la chlorphézimine est associée au gîte de la première litre. D'accord. L'approche, alors, infection par aérosol, traitement commencé 4 semaines après l'infection, administré par gavage 5 jours par semaine, et les régimes thérapeutiques, on a fait 3 régimes. Comme dirait M. Raoult, 5 carrés. Hein? Alors, témoin négatif, tout traité, témoin positif, le régime standard, et le test, là, j'ai pas ajouté la chlorphézimine au régime standard, j'ai remplacé l'éthambutol par la chlorphézimine, en disant, bon, c'est plus simple pour moi aussi. Hein? Et voilà, et on a donné rifampicine 10 mg par kilo, isodécine 10 mg par kilo, pyrazinamide, les ethambutol, chlorphézimine. Et on a évalué le taux des rechutes après 4, 5, 6 mois de traitement pour les témoins et 2, 3 et 4 mois pour les tests. Je vais vous montrer pourquoi. Alors le suivant. D'abord, 4 mois après l'infection, non mais on parle de souris expérimentales, je voudrais vous montrer des choses vraies. Ça, c'est les poumons des souris 4 semaines après l'infection aérosol, au moment de l'initiation du traitement. Inutile de vous dire que les souris étaient moribondes. Imaginez que ce soit vos poumons. Vous vous rendez compte? Elles étaient en vie avec ça. Je ne sais pas comment elles pouvaient respirer, mais... Maintenant, vous allez voir. Je vais vous montrer quelque chose, je crois que c'est... Regardez, c'est après une semaine de traitement, pas une semaine, parce que je suis aux États-Unis, c'est comme en France, on se fait rien pour le week-end. Ils sont venus faire travailler les gens pendant le week-end, il faut les payer. Donc on fait du traitement 5 jours par semaine. Alors vous allez voir, alors on a fait, non mais c'est vrai, on a fait le sacrifice, 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines, ça. Je vais vous montrer des choses parce que ça va vous intéresser. Regardez après une semaine de traitement. Vous voyez comment elles sont, hein? Regardez après une semaine de traitement. Bon, bien sûr, c'est un peu plus petit. On voit tout de même que les poumons, c'est autre chose. Hein? Vous voyez à quel point le traitement standard de la tuberculose est d'une efficacité incroyable. À gauche, c'est un traitement standard, et à droite, c'est avec la chlorphézimine. C'est incroyablement mieux. La deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est que c'est pas mieux à droite qu'à gauche. La chlorphézimine, durant la première semaine de traitement, rien. Maintenant, la deuxième semaine de traitement. Après la deuxième semaine de traitement, regardez bien. Boum. À gauche, bon, ça s'améliore, enfin bon. Hein? Ça, c'est le régime standard. Et regardez à droite. Hein? C'est pas incroyable? C'est pas incroyable, ça? Et quand on a vu ça, on s'est dit, la chlorphézimine, elle est connue dans la lèpre pour avoir un effet immunomodulateur. Hein? On sait très bien que dans les érythèmes doueux lépreux, c'est-à-dire les réactions immunologiques que les lépromateux peuvent avoir, quand il n'y a pas de corticoïdes disponibles, on peut donner la chlorphézimine à très haute dose. Le donner 100 mg par jour, comme on donne habituellement, on peut donner jusqu'à 300 mg par jour, et ça a un effet immunomodulateur. Et quand on regarde ces diapos, on ne peut pas s'empêcher, enfin moi je ne peux pas m'empêcher de penser que ça ne s'explique pas uniquement par l'effet antimicrobien. Il doit y avoir un petit effet immunomodulateur. Je dis ça comme ça, pour ceux qui peuvent s'intéresser à ce genre de problème-là, il y a peut-être plein de choses à faire là-dessus. Je continue.
continue. Et maintenant, après 3 mois de traitement, regardez après 3 mois de traitement, voilà les témoins, et voilà ceux avec le vasimine. Alors avec le vasimine, il y a 2 choses qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a rien d'abord à voir. Il n'y a pas de lésion, on ne voit plus rien. La deuxième chose, ben c'est le problème de la clofazimine. C'est que c'est un colorant. Et c'est que les poumons, ils sont un peu noireaux. Alors maintenant, la vérité. Ben voilà. À gauche, les poumons, à droite, la rate. En bleu, le traitement standard. En rouge, avec le vasimine. Et comme j'aime bien les flèches et tout comme ça, j'aime bien ça. À 2 mois, après 2 mois de traitement avec la clofazimine, on tue 5 souris à chaque point et on garde 15 souris pour rechute à chaque point. Ici, à 2 mois, on a encore 3 sur 5 souris positives et avec le témoin, on a 3 sur 5 après 4 mois. On a gagné 2 mois, si vous voulez, au point de vue. Et comme vous voyez, il n'y a pas de différence réellement entre la réponse dans le poumon et la réponse dans la rate. Et maintenant, on va regarder les rechutes. Ah non, voilà. Taux de rechute, 6 mois. Oui, on attend 6 mois. J'attends 6 mois après l'arrêt du traitement pour étudier les rechutes, pour essayer de... Moi, vous pouvez dire ça, bien. Pour faciliter la clairance de la clofazimine, pour essayer qu'il n'y ait pas trop de clofazimine qui reste et qui empêche la remultiplication. On va continuer à discuter de ça. Bon, vous voyez, voilà chez les... Non, là c'est avec le vasimine, uniquement avec le vasimine. Les autres, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Et voilà les chutes. Avec le régime standard, après 4 mois de traitement, on a eu 33% de rechute. Après 5 mois de traitement, on a eu 20%. Et après 6 mois, on a encore eu 10%. Il y a eu 10 souris ici parce que, en fait, il y en a beaucoup qui étaient moribonds au début, qui sont morts, et on est obligé de réduire. Voilà. Alors que dans le régime avec la clofazimine, on a eu 53% de souris qui ont rechuté après 2 mois de traitement, et après 3 mois de traitement, 4 mois de traitement, on a eu 0%. Je trouve ça admirable. L'addition de la clofazimine au régime première ligne a contribué à l'activité anticlatérienne du régime de clofazimine, pas de doute. L'addition de clofazimine au régime standard a réduit de 3 mois le temps nécessaire pour obtenir la guérison. Conclusion jusqu'à maintenant. On approche de la fin. Hein. Vous allez bientôt être libéré. Vous êtes débarrassé. Vous ne serez pas obligé de prendre la clofazimine. Dans le modèle murin, l'addition de clofazimine au régime standard de première ligne pour le traitement de la tuberculose augmente l'activité antimicrobienne à tel point que les souris sont guéries par rechute après 3 mois de traitement. Quelle est la question suivante? La question suivante, c'est quelle est la dose de clofazimine chez la souris qui est équivalente à 100 mg tous les jours par l'homme? Car en fait, contrairement à ce que vous pourriez croire, il n'y a jamais eu la moindre étude sérieuse pour déterminer quelle est la dose idéale de clofazimine, même chez l'homme. Le 100 mg chez l'homme, les Anglais disent experience based, pour dire que c'est prouvé. Eh ben, il n'y a rien à prouver. La preuve, c'est que les gens qui traitent la lèpre donnent 100 mg par jour, mais l'OMS recommande 50 mg par jour, plus un supplément de 300 mg tous les mois, pour les cas où les gens ne les prendraient pas très bien régulièrement. Hein? Donc on ne sait pas. Voilà.
Et chez la souris, il n'y a jamais eu de comparaison réelle de dose pour savoir quelle est la dose chez la souris qui correspond. Il faut dire que la clofazimine est tellement, je vais le dire, elle est tellement liposoluble, elle a tellement une demi-vie très longue que c'est pas du tout facile de déterminer la pharmacocinétique de la clofazimine. Mais d'après ce qui a été publié par Novartis, il a été rapporté par Novartis dans un poster qu'ils ont présenté l'année dernière au Congrès de l'Union à Cape Town, chez l'homme, et d'après ce que nous on a vu chez la souris, la dose chez la souris qui pourrait être équipotente à 100 mg par jour chez l'homme pourrait être peut-être plus proche de 12,5 mg par kilo que 25 mg par kilo. Et donc, c'est parce qu'on a fait cette analyse-là qu'on a commencé une autre étude que je vais vous rapporter maintenant. Et je vous la rapporte parce que je voudrais vous intéresser à ça. Et il y a plein de travail à faire que je trop vieux là. Je voudrais vous faire ça. Alors, on a fait ce qu'on appelle je ne sais pas traduire en français, dose ranging. Comment vous faites? Comment vous dites en français? Posologie. Évaluation de posologie. Oui, c'est ça. Dose ranging de la clofazimine associée au régime de première ligne. Alors, approche modèle d'affection aiguë, voilà. Début du traitement 2 semaines après l'infection. Résultat, réponse au traitement et taux de rechute. Les régimes. Alors, le régime témoin, c'est le régime standard. Et puis on a pris un autre régime. Là, on a fait vraiment, on a fait exactement la même chose, plus clofazimine 25. Vous voyez? Et puis, dans les tests, on a fait exactement la même chose, sauf qu'on a fait 12,5, 6,25, 3,1, 1,5 mg par kilo de clofazimine. On a fait vraiment ce qu'on appelle du dose ranging, mais associé au régime de première ligne. Hein? Ben, je vais vous montrer les résultats et j'ai presque fini. Hein? Je vais vous montrer les résultats et je vous demande de m'écouter un petit peu et de réfléchir. Voilà, réfléchissez si vous voulez. Je vous prie. Alors regardez. Alors ça, c'est ce qui s'est passé dans la phase initiale du traitement, dans les 2 premiers mois du traitement. Vous voyez, vous avez en bleu les témoins et en rouge de plus en plus foncé avec plus clofazimine à dose croissante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a manifestement posologie related activity. Hein? Dose dépendante. Comment? C'est dose dépendante. C'est dose dépendante, voilà, exactement. C'est dose dépendante. Voilà. Il n'y a pas de doute, hein? Il n'y a pas de doute. Mais, ce qui est intéressant aussi, c'est dose dépendant, mais 12,5, c'est pas beaucoup plus mal que 25. Hein? C'est convaincant, ça. Hein? Donc, on était contents. On était très, très, très contents. Puis après, on a fait, oui, le sacrifice à 1 mois, 2 mois. Maintenant, on va voir. Alors ici, à 2 mois, on arrête le pyrazinamide. Hein? Et les embutol. Alors voilà ici le témoin. Voilà, c'est normal. Hein? Et voilà les 25 mg par kilo. Bon, ça reproduit exactement la même chose que qu'on avait vu la fois d'avant. Maintenant, alors les 12,5, ça va être aussi bien ou pas? Ploup. Ah! Donc on était très contents. Très contents. Et d'autant plus contents que, attendez, je vais vous montrer, que quand on a étudié les rechutes, on s'est rendu compte que le taux des rechutes, après 12,5 et 25, c'était exactement identique. Hein? Absolument identique. Donc 12,5, c'est pas moins
actif que 25. Maintenant, on va retourner à nos trucs. Et là, on a vu, alors là, on a été, vous avez vu, si vous savez ce que c'est qu'un quelqu'un désespéré, c'est quoi? À 3 mois, qu'est-ce qu'on a vu? Se traiter par 6,25, c'est plus mal que le contrôle. On s'est dit, on a fait une erreur idiote, hein? On a fait comme bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à 4 mois, on a eu la même chose. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Après un effet additif dose dépendant, après arrêt de pénicilline et de dose dépendante, la clofazimine à dose faible a un effet antagoniste sur les rifampicine. Pourquoi? Alors là, on a spéculé à tout. On s'est déchaîné comme des singes, comme des dingues, et on s'est dit, parce qu'on lit tout de même ce qui est publié, on s'est dit, la clofazimine, comme la bélacoline, quand on traite des malades par la bélacoline ou la clofazimine tout seul, on sélectionne des résistants. Mais les résistants, c'est des mutations des pompes à efflux, des flash pumps. Et les mutations très particulières, les mutations produisent un hyper-efflux de la clofazimine et de la bélacoline, et il y a résistance croisée entre la bélacoline et la clofazimine, qui n'a rien à voir avec le mécanisme d'action, mais qui est liée aux efflux pumps. On s'est dit, mais on sait très bien que le pyrazinamide, le pyrazinamide, ça agit sur la membrane cellulaire des bactéries, ça bouleverse le potential, ça modifie le PMF, le transport des protons, je comprends rien du tout. Enfin, c'est bien connu que les pompes à efflux, elles sont situées dans la membrane cellulaire et elles ont besoin pour fonctionner de l'énergie qui est fournie par les pompes à efflux, par la PML, la proton-motive force. Et le pyrazinamide, vraisemblablement, bloque les pompes à efflux et fait que ça marche quand il y a du pyrazinamide. Quand il n'y a plus de pyrazinamide, les pompes à efflux, elles y vont à fond. Et comme elles y vont à fond, elles éliminent non seulement la clofazimine, mais elles éliminent vraisemblablement la rifampicine et l'isoniazide. Alors on s'est dit, c'est incroyable, on a encore mis la main sur une chose qu'on aurait pas dû faire. Jamais faire de recherche, je vous le dis, ça sert. Jamais faire de recherche. Si vous faites de la recherche, vous allez mal dormir, et puis vous aurez plus de questions à la fin que vous en avez au début. Alors surtout, si vous voulez vraiment mener une bonne vie pépère, pas de recherche. On recommence. Une de mes recommandations. Alors, comme on est des idiots, on s'est dit, si c'est vrai, on va le vérifier in vitro. Alors, in vitro, on a mis rifampicine et isoniazide seul. On a mis clofazimine seul, à 2 doses. On a mis isoniazide et rifampicine relativement fait à 2 fois la CMI. Parce qu'on s'est dit, si on augmente vraiment très fort, les pompes à efflux vont faire boum boum, mais ça ne va rien faire du tout. Donc on s'est dit, on teste le principe. Donc on a fait des doses faibles de CMI pour l'INH et la rifan, et on a ajouté la clofazimine. Et qu'est-ce qu'on a vu?
Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu ça. Voilà. En bas, en pointillé, c'est isoniazide et rifampicine seul, 2 fois c'est vite, ça empêche la croissance. Si on ajoute la clofazimine, on met la clofazimine soit seule, soit ajoutée à ça, plus d'effet. Donc on a, si vous voulez, la preuve qu'il n'y a pas de doute que la clofazimine antagonise. Voilà. Et donc nous voilà revenus aux effluxements. Moi qui ne voulais pas faire la recherche. Et voilà, les conclusions. On arrête là. Maintenant, c'est vous à travailler. À la dose de 12,5 mg par kilo, les concentrations sériques de clofazimine chez la souris sont similaires à celles obtenues. Je ne vous ai pas montré ça. Ils sont similaires à celles obtenues avec la dose de 100 mg chez l'homme. À la dose de 12,5 mg par kilo, la clofazimine associée au régime standard de première ligne est aussi stérilisante qu'à la dose de 25 mg chez la souris. Troisièmement, ça c'est voilà, le problème actuel, la clofazimine antagonise RIF et INH dès que Pézier et pyrazinamide et éthambutol, l'association est arrêtée. Pourquoi? Vraisemblablement pour moi, parce que le pyrazinamide interfère avec le potentiel de la membrane cellulaire et la force motrice des protons, le PMF, ce qui bloque le fonctionnement des pompes à efflux, qui sont des structures intramembranaires nécessitant l'activité de la PMF. Et parce que aussitôt que le pyrazinamide est arrêté, les pompes à efflux stimulées par la clofazimine se remettent en marche. C'est vraisemblablement, voilà ce que je parle. Et une fois de plus, ça a été la vraie rigolade, une fois de plus, le pyrazinamide apparaît comme l'antibiotique indispensable. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est vrai pour la bétaquiline. Bétaquiline plus pyrazinamide, c'est formidable. Bétaquiline sans pyrazinamide, oui, c'est bien, mais c'est pas ça. Et donc le pyrazinamide apparaît comme un antibiotique incroyable. Et enfin, les acknowledgements, voilà. Évidemment, le travail a été fait par tous mes collègues et collaborateurs à Johns Hopkins et on a fait des études de théorie, de Durban, et j'ai été soutenu à fond par Richard Jason, Richard Hafner et William Bishop. Et voilà, le fameux. On est arrivé un peu à un même raisonnement, mais parce qu'on est assez, enfin moi, je suis assez mal pensant. Donc je pense. C'est bien ça. Les mal pensants sont les seuls qui sont bien pensants. Et donc, je pense que la plupart des gens qui se spécialisent finissent par devenir complètement aveugles au monde environnant. Et donc, on a spéculé, parce que Philippe avait une malade comme ça, que finalement, ils nous faisaient tous chier avec leur tuberculose XDR à chercher de nouveaux produits, et que ce qui avait de plus raisonnable, c'était que ce qui marchait sur la bactérie la plus proche de la tuberculose qui était la lèpre marchait aussi bien que la tuberculose, mais que personne ne regardait. Et je me souviens que la minosine, c'est vous qui avez fait une présentation, peut-être même à New Orleans, qui dit c'est la révolution dans la lèpre, c'est la minosine, qui est passée complètement. Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens de ça. Et donc, on a testé, toutes les souches qu'on a testées pour l'instant, de BK à la médecine, ça marche au feu. Et donc, cette malade, on l'a traitée comme une lèpre. Et elle est. On a donné de l'entraîne, de la médecine et du sulfamycine. Ça marche. Donc, ça veut dire que ce qui est la porte juste à côté, c'est ce qui a quand même le plus de chances de marcher. J'ai la chance, oui. Je crois que je serais assez convaincu par ça. Vous n'avez pas donné 15 000. Non, on a décidé de la traiter, c'était une XR, on a décidé de la traiter comme une lèpre. Et ça marchait. Hein? Elle était toute restante.
On avait testé jusque-là, sauf ces trois-là, ça marchait. Elle est bien. Vous devriez, peut-être vous devriez le publier. On l'a publié. On l'a remarqué comme occasion de on l'a publié. Où? Dans Antimicrobial Agence international antimicrobial. IAAC, le truc de Guedes. C'est Guedes. Oui. Guedes, on l'a pris comme ça. Je ne l'ai pas vu, ça. C'est Philippe Brocky qui était là. 2 ans. Et donc, l'idée, je pense que c'est souvent comme ça, mais c'est extrêmement difficile de faire un pas de côté pour sortir du monde dans lequel on a tout le temps travaillé pour aller voir juste à côté ce qui se passe. Et une des choses qui est aussi étonnante que celle-là, je ne sais pas si vous avez dû voir ça, vous avez vu, peut-être ça, moi ça m'a. C'était une gourmandise extrême. Les Chinois, qui réfléchissent très très différemment de nous, ont pris toutes les drogues qui sont admises par la FDA et ont testé ça contre tous les virus pour lesquels on n'a pas de traitement. Ils ont trouvé que la técopamine marchait bien sur les virus ARN. Donc, dès que l'on cesse d'être ce que vous disiez, c'est-à-dire de rebondir, c'est ce qu'on appelle les classiques, de rebondir par imitation sur ce qu'on pensait avant, mais de prendre une voie complètement alternative, on a des surprises qui sont à la hauteur de l'alternative. Et merci, en tout cas, c'est une leçon de vie sur la tuberculose. J'ai été très heureux. J'aimerais vraiment que des gens compétents travaillent vraiment sur les pompes à efflux. Pendant longtemps, je m'en foutais des pompes à efflux. Les gens en parlaient plein, je ne m'intéressais pas, c'est pas mon sujet. Maintenant, en fait, on est en train de faire, on fait 2 expériences. Je ne vais pas vous le dire, mais enfin. D'abord, on fait la même chose, mais sans phase initiale et sans phase de continuation. Vous comprenez ce que je veux dire? On fait 3 mois de traitement avec pyrazinamide tout le temps. Et on est en train de tester 12,5, 6,25 et 3,1 avec pyrazinamide tout le temps. On fait un traitement de 3 mois. Si ça ne marche pas mieux, faut arrêter. La deuxième chose qu'on fait, qui nous a été demandé par le CDC, c'est de faire la même chose, plus des pharmacokinésioses. Et je crois que on devrait avoir un traitement de la tuberculose de 2 mois. Vous avez vu déjà ce que ça fait au clopazimine dans les structures cellulaires? Non. Terrifiant. Terrifiant? Je crois. Et ça cristallise, et on a l'impression qu'il y a des épées à l'intérieur de la cellule. C'est ça. Vous connaissez certainement tout ce que Baïk a fait. Non. Ah ben la clofazimine, elle forme des cristaux. Liquide cristaux. Jusqu'à maintenant, pour moi, je croyais que les cristaux c'était quelque chose de solide. Eh bien, il semble que justement, il faut que je vous l'envoie ça. Vous me la réclamer. Je vous envoie tout ça. Ça forme des cristaux liquides qui sont entourés d'une gaine spécifique. S'ils sont liquides. Donc, c'est incroyable. Mais la curiosité, c'est très simple. Il y a juste de la clophage sur une culture cellulaire. Regardez ce que ça donne. C'est terrifiant. C'est heureusement qu'on a commencé à se servir de ça empiriquement, parce que si vous voyez ça avant de vous en servir, vous n'en servez jamais. Ça fout les choses. Vraisemblablement, ce que vous dites est une des raisons pour lesquelles la clofazimine a eu son développement totalement stoppé dans les années 50. Parce qu'à l'époque, c'était la grande époque, je m'en souviens hier, de l'isoniazide strepto-PAS, qui marchait formidablement,
Et donc, quand les gens se sont rendus compte que ce bidule, c'était d'abord sa couleur rouge, hein, ça vous donne un gars comme moi, j'en prends, au bout de 3 mois, c'est comme si je revenais c'est le Saint-Tan. Argenté. Oui, voilà, hein, un bon vieux coup. Hein. Alors les gens, il y avait ça, plus la cristallisation intracellulaire a été connue très rapidement. Hein, a été observée. Alors, je dis, alors, allez, au balai. Hein. Non, on a gardé pour les lépreux parce que comme la peau est plus foncée au départ, oui, mais les lépreux, vraiment, personne ne s'occupe de eux. Donc c'est atroce. Vous savez qu'il y a eu. Ouais, la chlorhexidine a été seulement administrée à des millions et des millions de malades, ce qui est très bon signe. Parce qu'il n'y a jamais eu de problème avec la chlorhexidine. Sauf que les gens, la dame en face de moi qui est un peu, il y a une robe rouge qui est un peu blonde, il y a à Hopkins son équivalent, elle est acharnée contre la chlorhexidine. Kelly Doulet est acharné contre la chlorhexidine. Je dis comment moi, avec mon teint, je vais prendre oh, j'ai de la déplacement. J'avais connu un terrain qui utilisait beaucoup, ça marchait très bien, dans les staphylotoxiques. Et alors, il utilisait ça ici, alors effectivement, on voyait à sa consultation le staphylotoxique et tout ça doit ça penser. Non, mais c'est un antibiotique qui mérite d'être étudié. Vraisemblablement, personne ne sait exactement comment il fonctionne. Personne ne sait vraiment comment il fonctionne. Comme les colorants. On redécouvre les colorants. J'allais dire, c'est l'école allemande. Hein. Ouais. Dire que l'école allemande, au début du siècle dernier, ils étaient focalisés sur les colorants, parce qu'ils se disaient les colorants se fixent sur des sites spécifiques, par conséquent, ils doivent avoir un effet inhibiteur spécifique. C'est Ehrlich. Oui, c'est exactement. C'est comme ça qu'ils ont découvert les sulfamides. Oui, et puis, ils étaient persuadés que c'était la partie colorant des sulfamides qui était active. Et ce salopard de Trefoil à Paris a montré que c'était pas ça. Non, mais le bleu de méthylène, on voit une revue du bleu de méthylène réutilisé comme antibiotique. Et c'est intéressant, la science, en fait, pas de recherche. Mais